Série Mania jour 5, bonjour, ça y est, on est à plus de la moitié du festival et pourtant l'énergie ne faiblit pas. La preuve aujourd'hui, on part même à l'aventure ou presque avec Eldorado et les critiques, même pas peur, s'attaquent à Lucky Luke, Paolo et les manias cinglés de The Audacity. Bienvenue à Série Mania, donc on va vous donner tort à l'expression aujourd'hui, on n'a pas de pétrole mais on a des idées parce que dans Eldorado il y a des idées. Est-ce qu'il y a du pétrole? Ça, on le découvrira en regardant la série. En 1973, en plein choc pétrolier, deux types un peu bizarres réussissent à convaincre une grande firme pétrolière qu'ils ont inventé un procédé pour détecter le pétrole depuis les airs. Ça va donner ce qu'on appellera le scandale des avions renifleurs. Et pour raconter une histoire aussi dingue, il faut un réalisateur dingue et un acteur dingue. Bonjour Louis Farge, bonjour David Marsay, comment ça va? Bonjour, ça va très bien. Mais ça va très bien, Ronan, merci de nous recevoir. Ouais. Je disais, cette histoire, elle est complètement dingue. Est-ce que vous la connaissiez? Parce que c'était une histoire vraie. Est-ce que vous la connaissiez avant de travailler sur Eldorado? Pas du tout. On m'a apporté, c'est Tarek et Nassim qui avaient écrit l'histoire, Arte et Top qui me contactent, je connaissais pas, et je trouvais ça intéressant d'avoir déjà des jeunes auteurs, d'aller chercher un jeune réalisateur pour aller raconter ça avec le regard d'aujourd'hui, d'en faire une série moderne. Et oui, on était pas nés quand c'est arrivé, donc on s'est documenté, mais non, je connaissais pas l'histoire. David, vous qui jouez souvent des personnages un peu dingues, là, ouais. L'histoire, elle est pour vous. Est-ce qu'elle était pour moi? Je ne sais pas. Mais pareil, je n'avais jamais entendu parler de cette affaire. C'est vrai que j'en ai parlé immédiatement à mes parents, en me disant... peut-être qu'ils Ils étaient responsables, c'est ça? Voilà, c'est ça. Mon père bossait chez Elf. Non, pas du tout. Mais c'est un sujet marquant pour eux. Ils s'en souviennent. Oui, ça a été une vraie affaire politique. Exactement. Ils se souvenaient de où ils étaient au moment où l'affaire a éclaté. Enfin, mon père se souvient de son père qui a acheté le Canard enchaîné tellement c'était un énorme scandale. Et donc effectivement, moi je me suis un petit peu documenté après et j'ai trouvé que ce qu'avaient fait les auteurs, donc Nassim et Tarek et Louis sur le script était très intéressant parce que ce n'est pas une série qui est construite sur le point de vue de l'escroquerie ou le point de vue d'une enquête. C'est une série qui est basée sur la croyance. Est-ce qu'on croit à ces gens un peu fous? Donc, les avions renifleurs, qu'on soit bien d'accord, c'était donc l'idée que des avions pouvaient détecter le pétrole depuis les airs, et des gens y ont cru. Au départ, ils cherchaient de l'eau, c'était la belle histoire, et Elf s'est mis dessus en disant si vous pouvez trouver tout type d'hydrocarbures, faisons ça avec le pétrole. Et donc les types ont été achetés à coups de milliards par Elf pour prospecter pendant 10 ans. Et donc c'était des sondes, ils racontaient qu'ils avaient des ondes gravitationnelles qui permettaient de détecter une nappe de pétrole. Ce qui est amusant, c'est que David, on vous connaît parce que vous êtes très drôle, mais Louis Farge, à chaque fois que vous travaillez ensemble, vous donne des rôles d'affreux personnages. Est-ce que vous le prenez bien? Parce que vous avez travaillé ensemble sur Culte, dans lequel David jouait un sbire d'M6, on va dire, à peu près. Oui, tout à fait. Mais et là, vous jouez un sbire de Elf. Exactement, il me voit avec une cravate et des costards, mais ça me va très bien. Cheveux gominés. Là, effectivement, l'idée, c'était un peu de... Je pense qu'on me voit souvent en personnage de comédie, donc j'avais pas envie que les spectateurs aient ce temps d'adaptation pour m'accepter, en fait, dans la série. Donc, on a cherché un petit peu à grimer le personnage, et c'est vrai que la référence, c'était Patrick Chirac. Jacques Chirac, pardon, Patrick Chirac. Patrick Chirac, je pensais au slip de camping. Exactement. Et je me disais, j'ai pas vu toute la série. J'étais moi-même en méta, en fait, dans mon truc là. En train de chercher un slip, oui. C'est ça. Non, c'est Jacques Chirac 77, voilà. Oui, pas n'importe quel Jacques Chirac. Pas n'importe quel Jacques Chirac. Jacques Chirac. Et les grandes lunettes. Ouais, voilà, un peu luisant et tout. Voilà. Et alors, pourquoi il est si bon, David, pour jouer les types pas très sympathiques? Je crois qu'il faut savoir être un très bon comédien de comédie pour faire du drame ou pour alors se retrouver à jouer des saloperies. Pourquoi David? Parce que j'avais toujours voulu bosser avec lui, même à l'époque Culte. Nous, on se connaissait de loin à l'époque où je bossais aussi pour des programmes Court Canal. Et Culte a été la bonne idée de l'avoir en seconde M6. Et on est tout de suite repartis ensemble sur Eldorado. Et on retrouve également Marie Colomb, que vous nous avez révélée grâce à Culte. C'est l'idée de créer une bande aussi, vous aimez ça, Louis, quand vous vous embarquez dans un projet, d'avoir une bande de gens que vous aimez? Oui, après elle n'a pas eu besoin de moi pour être révélée, mais elle avait fait aussi plein de grands films avec d'autres réalisateurs, et elle avait fait Laetitia et tout ça, mais oui, elle a eu son rôle. On se souvient de Loana, quand même. Oui, entièrement. Et donc oui, de retravailler avec Marie, notamment pour un personnage qui arrive à l'épisode 3, qui va enquêter, qui va révéler aussi toute cette affaire et qui va être la seule femme à y voir clair dans tout ce jeu-là de ces hommes qui se mentent à eux-mêmes et qui sont dans un déni de réalité. Donc oui, rebosser avec Marie, on en parlait beaucoup avec les auteurs, ce personnage qui était aussi très fonctionnel. J'ai eu besoin de comédiens comme Marie qui viennent apporter une nature au personnage, qui vient écrire aussi son personnage, et de travailler avec des comédiens qu'on connaît. Ça va beaucoup plus vite sur le plateau.
dans la confiance, dans l'échange entre nous. Ils peuvent me proposer beaucoup de choses, ils n'en ont pas peur. Et on bosse énormément en confiance, que ce soit avec David, avec Marie, avec Jérémy, Karim. Jérémy, Karim, c'était la première fois qu'on bossait ensemble. Jérémy Régnier et Karim Leclou. Ouais, c'est la première fois qu'on bossait ensemble, mais effectivement de mêler aussi des nouvelles têtes avec qui j'avais pas l'habitude de travailler et des gens, ça facilite énormément le travail sur le plateau. C'est marrant de penser à Culte pour Eldorado parce que c'est à peu près quasiment la même histoire, c'est-à-dire des gens qui inventent un truc auquel personne ne croit. Alors il y en a un, ça a été un succès mais qui a eu des conséquences graves, et l'autre une énorme arnaque. Est-ce que vous y avez pensé ça aussi? Est-ce qu'on est venu vous chercher parce que Culte? Oui, enfin... Parce que Culte, je sais pas, c'était pas encore sorti, c'est ça qui est marrant, mais j'ai aimé à chaque fois je me pose la question quand on m'amène un scénario de me dire ok, qu'est-ce que je vais y apporter, et si je sens que je suis pas la bonne personne, et donc qu'on vienne pour raconter une série d'époque, et je me suis dit tiens c'est intéressant, on va pas traiter ça comme une série d'escroquerie ou une série d'époque, il faut que ce soit moderne, il faut se rappeler surtout une série, David le disait, c'est une série sur la croyance avant d'être une série d'escroquerie. Et donc oui, c'était marrant de se dire tiens, que ce soit sur le Loft ou sur les Avernifleurs, on s'y importe peu. Ce qui est intéressant, c'est de prendre le contre-pied de cette histoire et de se dire qu'est-ce qu'on raconte à partir de ça. Mais est-ce que jouer la France du début des années 2000 et jouer la France des années 70, c'est la même chose, David? Je crois pas. Il y a aussi une dimension intéressante, je trouve, dans la série Eldorado, qui sont un peu les rapports de force. Moi, je pense qu'ils existent toujours, un peu les rapports de classe. Moi, je joue l'ennemi de Sarda, qui est donc interprété par Karim Leclou, qui, selon vous le maltraitez, on va le dire, voilà. Vous le maltraitez. Exactement, qui selon moi est un arriviste. Moi, j'incarne vraiment ce polytechnicien ingénieur qui s'est construit et qui est au service de la France. C'est un peu vous êtes au service de la France, David Marseille. Exactement, c'est ce qu'on attend. Mais c'est ce que j'ai trouvé fascinant dans le personnage. C'est un type qui, a priori, a fait des grandes études scientifiques et qui va se mentir à lui-même, qui va se convaincre en fait que ce procédé fonctionne parce que le pétrole est bien trop important pour la France à ce moment-là. On parle d'un choc pétrolier qui est le premier choc et qui est un véritable choc. C'est d'un seul coup, les gens se disent « Ah, l'essence coûte cher ». C'est marrant, ça fait pas du tout écho un peu avec l'actualité. Absolument pas. C'est fou, à Série Mania, j'ai l'impression que l'actualité s'infile dans toutes les séries. Ça, vous y pensez aujourd'hui, maintenant que la série donc, est présentée hier à Série Mania. Est-ce que vous pensez aussi à la façon dont cette France des années 70 résonne avec celle d'aujourd'hui? Oui, mais malheureusement, c'est une série qui va continuer à être actuelle, que ce soit par rapport aux guerres, mais aussi, il y a quelques mois, elle était actuelle parce que ça parle aussi de la Startup Nation, avec des gens qui ont eu... il y a eu d'autres scandales, avec des gens qui ont mis des millions, des investisseurs sur des projets qui ne valaient rien. Donc ça restera actuel parce que la course vers l'énergie va exister encore, et je crois que c'est pour ça aussi qu'on a plongé dans cette histoire, parce que on allait raconter une série moderne, et moi j'ai voulu à chaque fois la mettre en scène d'une manière moderne avec mon œil d'aujourd'hui, et surtout pas me dire je vais faire une série d'époque. Bien sûr on a une direction artistique avec les costumes, les décors, on voulait être précis, mais il fallait être au plus proche des personnages, des comédiens, mettre un rythme aussi d'aujourd'hui, et surtout pas se dire on fait une série costumée. Vous avez une capacité, Louis, à transformer toute séquence de réunion en thriller. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes traumatisé par vos longues réunions de scénaristes? C'est quoi? Peut-être. 4 personnes dans une pièce avec vous, c'est vraiment die hard. Mais je crois que je suis un peu TDAH aussi, donc je mets beaucoup de plans. Et donc, parce que je m'ennuie très très vite. Et du coup, après, avec mes monteurs, je fais beaucoup de valeur. Mes équipes techniques me disent on en a marre de tous tes plans. Et en fait, je fais beaucoup de valeur, non pas pour tourner dans tous les sens, mais pour aller me rapprocher petit à petit des comédiens. Et toujours être, que ce soit dans les enjeux de thriller médiatique avec Culte ou ici. Peu importe l'époque, le plus important, et la série offre ça, c'est d'être proche de ces personnages et de pouvoir étaler, que ce soit avec des personnages avec Karim, Jérémy, David, Marie, c'est d'avoir la chance d'étaler des personnages sur 6 épisodes et de les revoir à différents moments. Enfin, il n'y a que la série qui nous offre ça. Et oui, et de mettre toujours du rythme. Moi, ça me fait marrer. Il est comment comme réalisateur, David Louis Farge? Il n'est pas du tout à côté de vous, donc cette question n'est pas du tout désagréable, mais on va le faire. Il est formidable. Moi, j'ai dit à Louis... son prochaine série, prochain film, si je dois ouvrir une porte, j'ouvre une porte, c'est pas un problème. Il fait partie de ces réalisateurs. C'est enregistré, hein, Louis, donc il va falloir lui donner des portes à ouvrir. C'est ça. Il connaît ses personnages sur le bout des doigts, vraiment, on sent qu'on va pas lui faire à l'envers. Et c'est très rassurant pour un acteur. Je pense qu'un acteur a toujours besoin d'être rassuré, pour savoir s'il fait fausse route ou non. Et donc, il y a à la fois cette liberté de pouvoir venir et dire « Tu crois que ce personnage-là pourrait faire ça ?» Il laisse un peu cet espace, et en même temps il les connaît tellement parfaitement qu'il va nous guider, et je pense que ne pas être juste
dans une série de Louis Farge, c'est vraiment être mauvais acteur, je pense. C'est pas mal ça, hein. Ça pour un CV, c'est pas mal. Il y a un ton dans la série qui est donc en fait une série d'aventure, mais aussi une série d'arnaques, une série de croyances. Il y a un ton toujours au bord de la loufoquerie. On se dit mais comment ces gens peuvent croire à tout ça ? Est-ce que vous l'avez traité comme une comédie ? Alors pas vraiment comme une comédie. Ce qui est intéressant, c'est que c'est le mélange des genres, effectivement, et c'est encore une fois d'être toujours proche des comédiens et de leurs personnages, parce que ça reste les leurs, et c'est eux, et à chaque fois je le dis, les scénaristes, les réals ne voient pas des choses que les comédiens voient de leurs personnages, parce qu'ils ont leur prisme, ils vont le travailler d'une certaine manière. Mais c'est intéressant parce que on discute évidemment beaucoup sur le plateau, et sur le plateau, on se posait beaucoup la question de et là, j'y crois encore ou pas ? Parce qu'on était sur la logique de la croyance, on parle d'une supercherie, et on était vraiment au point c'était très méta, parce qu'on s'y perdait, on se dit, attends, est-ce que là, à cette séquence-là, tu crois encore à l'invention ? Et donc, on en parle constamment, et on discute. C'était quoi la question au départ, Ronan ? C'était comment on trouve le ton par rapport à la comédie. Oui, voilà. Mais vraiment, répondez à la question que vous voulez, il n'y a aucun problème. Et du coup, on a pu faire un mélange des genres, mais parce qu'on s'est toujours attaché à cette question de la croyance et à être toujours avec les personnages. Et c'est là où on peut se retrouver dans une séquence de bureau avec David et Chéné à être dans un thriller. Et juste après, on va se retrouver dans une séquence de comédie avec Karim, chez lui, et on va retrouver quelque chose d'aventure, c'est-à-dire l'épisode 3, c'est un montage alterné entre eux qui vont chercher du pétrole au Gabon, et Karim qui fait des pieds et des mains dans les couloirs de Elf. Et donc, tant qu'on est avec nos personnages et avec leurs angoisses, leurs obsessions, on peut jouer avec vraiment tous les codes. Ouais. Je parlais de comédie, David Marseille, vous me voyez venir. À quand une série du Palma Show ? Cette question qu'on vous a posée combien de fois aujourd'hui ? Mais je vois les cernes de Louis. Je ne sais pas si je peux les encaisser là. Il faut dire que Louis, vous venez de finir une autre série il y a quelques jours, c'est ça ? Hier ? Oui. Quand est-ce que vous avez fini celle-là ? Il y a 3 jours. Ok. Et donc des prochaines à Série Mania. J'espère. Je pense que comme déjà nous on vient du programme court et qu'on aime ce travail un peu instantané, et déjà qu'on trouve le cinéma un petit peu long, alors la série, waouh. Mais oui, je trouve l'exercice passionnant. Comme disait Louis, ça permet de développer des personnages et de travailler en tant qu'acteur. C'est génial, même en tant que scénariste, de développer ces psychologies. Je trouve ça super intéressant. Après, il faut qu'on trouve le temps, la patience et surtout le bon sujet pour y arriver. Je ne sais pas si en comédie, j'ai pas encore vu de grandes séries de comédie qui m'ont fait me dire je veux faire ça. Vous aimez quoi en série, David ? En comédie, vous voulez dire ? En série, tout court. En série, récemment j'ai vu Motherland, série de la BBC actuellement diffusée sur Arte, futur diffuseur de Eldorado. Excellent. Que j'ai trouvé formidable parce que les Anglais savent utiliser la comédie à leur manière, avec un flegme et un ton. Nous, on serait complètement à côté. Eux, ils sont toujours on point, comme ils disent. Et votre série culte ? La série culte, en comédie, je dirais que c'est Friends. Ouais. Et en drame, je dirais que c'est Les Sopranos. Franchement, parfait. Louis ? Je crois que mes séries préférées, c'est celle de Jean-Marc Vallée, Big Little Lies et Sharp Object. Ça, c'est le regard du réalisateur, c'est ça ? Oui, vraiment. En fait, il avait réussi à chaque fois, peu importe, que ce soit dans Big Little Lies, où tu te dis, tiens, comment on va se prendre d'empathie pour ces personnages qui ont toutes détestables, comment dans Sharp Object, il vient y mettre une atmosphère, avec toute son équipe, évidemment, mais sa musique. Jean-Marc Vallée, après, il a fait aussi des films incroyables, mais en série, tu vois tu vois ce que ça fait de débarquer avec une vision d'auteur aussi en tant que réalisateur. Et oui, les séries de Jean-Marc Vallée m'ont à chaque fois marqué. Et dernièrement, je crois que c'est La Messias qui m'a beaucoup plu. Révélé ici à Série Mania, la série des Ravières. C'est une question que je pose à tous mes invités. Est-ce que vous avez une recette pour une bonne série ? C'est quoi pour vous une bonne série ? Ça sert à quoi ? Louis, je te laisse ça. Ouais. Il n'y en a pas vraiment. Je crois qu'à toutes les étapes, même déjà, c'est de se faire confiance entre producteurs, diffuseurs, créateurs, réalisateurs. Je crois que toutes les étapes sont dangereuses et il suffit de se faire confiance et de changer l'œuvre au fur et à mesure de l'écriture au tournage et au montage, qui est une troisième écriture de la série. Et je crois, en tout cas moi, à chaque fois, je me dis que je veux, même quand j'accepte un scénar, quand je ne l'ai pas écrit, je me dis, ok, les personnages sont solides.
et d'être au plus proche des personnages. Je crois que c'est de pas trop penser qu'à l'intrigue. Je crois que de suivre des personnages, je fais ce métier pour les comédiens, pas pour rien, c'est d'être au plus proche des personnages, s'y attacher, avoir de l'empathie pour eux, et après ça roule et on a envie. Je crois que la fabrication d'une série est différente d'un film. C'est vrai. C'est que l'énergie aussi mise est différente. On se dit c'est énorme, 6 fois 45 minutes, mais je crois qu'un film, c'est impardonnable de se planter sur une séquence. Une série, c'est pas grave, on retrouve le personnage et on va... Vous pouvez vous planter, ce que vous êtes en train de me dire. Ouais, totalement. C'est-à-dire qu'on peut perdre du rythme, on va s'attacher au personnage plus qu'à l'intrigue. Et regardez Big Little Lies, on se rappelle plus de l'intrigue, on se rappelle d'eux. Et on se rappelle de la violence qu'il y a dans ce microcosme de luxe. Auquel normalement il n'y a aucune empathie possible, et ben, on se rappelle de ça. Sharp Object, je ne me rappelle pas de l'intrigue, je me rappelle d'elle, de ses traumas. Donc je crois que oui, il ne faut jamais se tromper en série de s'attacher qu'à ses personnages. Je suis d'accord, et je pense aussi que très important le diffuseur aujourd'hui. Je pense que le diffuseur aujourd'hui c'est très important parce que j'ai la sensation, moi personnellement, quand je regarde les séries, notamment sur les plateformes, qu'il y a une espèce d'accélération qui est liée à l'époque où on a besoin en fait de mettre un rythme au détriment, on va dire, des personnages, de pouvoir exposer tranquillement pour pouvoir s'attacher à eux. Et c'est, pour moi, assez commun de démarrer des séries en disant « Waouh, ça démarre, c'est génial !» et puis de les abandonner en fait assez vite parce que je m'y attache pas, je ne comprends pas le personnage. Et des diffuseurs comme Arte aujourd'hui... Qui diffuse bientôt l'excellent Eldorado. Exactement, et c'est même pas du faillotage. J'ai trouvé ça génial de voir un diffuseur qui laisse libre des auteurs et un réalisateur en disant « Oui, cette série doit prendre le temps au début parce que c'est comme ça qu'elle explosera par la suite. » Merci beaucoup Louis Farge et David Marseille. Eldorado s'était présenté hier en compétition française. Fuyez, il y a les critiques qui arrivent et eux ils cherchent les bonnes séries et pas du pétrole. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous. À la table donc des critiques aujourd'hui, Marie Telling de Télérama, Charlotte Bloom de Cinématiseur et Benoît Lagan de Télématin. Ensemble on va parler tueurs en série et Silicon Valley, mais on va démarrer par la série qui a fait l'événement dimanche à Sérimania et qui est désormais disponible sur Disney+. J'ai nommé Les Nouvelles Aventures de Lucky Luke, une réinvention d'une Lonesome Cowboy menée par Alban Lenoir, mais aussi Jérôme Niel, Camille Chamou, Billy Blin, avec un Lucky Luke mal en point, une jeune fille à la recherche de sa mère et plein de personnages cultes comme Billy the Kid ou Calamity Jane. Ça a été l'événement dimanche. Benoît, cette réinvention va-t-elle plaire aux fans ou ça va hurler dans les BD ? Eh bien, ça dépend quel type de fan vous êtes. Si vous êtes comme moi, vous allez kiffer. Alors, premier préambule, personne n'est comme vous, Benoît, vraiment. Non, si. Alors, pour quelle raison les fans peuvent kiffer ce Lucky Luke ? Déjà, il faudra qu'ils s'expriment après avoir vu l'intégralité de la série. Ça, c'est un préambule pour vous. Mais non, parce que c'est une série qui va faire plaisir aux fans par petites doses à chaque épisode. C'est une série en fait qui est très maligne puisqu'elle décide de nous raconter un Lucky Luke après les bandes dessinées. Donc en fait, il faut s'imaginer que les BD, c'est fini. Et qu'on retrouve Lucky Luke 10 ans plus tard. Un peu à la retraite, un peu. Ouais, il a une quarantaine d'années, il est un peu fatigué. Dites pas la quarantaine d'années comme si c'était la fin du monde, s'il vous plaît. Quand on est dans l'Ouest, si. Si, c'est vrai. Quand on est un cow-boy ici, à plus de 40 ans, on est vieux. Et donc, il est un peu fatigué, il a un problème avec sa main. Or, c'est grâce à sa main qu'il dégaine son colt plus vite que son ombre, quand même. Et donc, à partir de là, il va devenir intéressant, ce Lucky Luke. Parce que quand on suit les BD, pas tant pour Lucky Luke, on suit Lucky Luke qui nous accompagne dans un monde pour croiser des méchants qu'on va adorer, détester ou rigoler avec eux et partir en aventure. Et bien, c'est exactement ce qu'il nous propose, mais là, avec la plus-value que ce Lucky Luke, on a envie de savoir ce qu'il va devenir au bout de 8 épisodes. Et moi, j'ai adoré suivre ça. Est-ce que vous avez envie de savoir ce qui va devenir au bout du épisode, Marie ? J'ai même pas eu envie de savoir ce qu'il allait devenir après 2 épisodes. Allez Ça tire à balles réelles. Non, après, je vais en préambule dire que je ne suis pas du tout la cible. C'est-à-dire que moi, Lucky Luke, même en BD, je trouve ça ennuyeux à mourir. J'ai jamais aimé une seule adaptation. Et même, Benoît vient de se jeter de la table, vraiment. J'ai jamais été attirée par une seule adaptation de Lucky Luke. Je suis pas non plus... C'était mal parti, quoi, c'est ce que vous me dites. Exactement. Et Alban Lenoir, j'avoue que je connais pas trop son parcours en détail non plus. Enfin, je suis pas hyper familière et attirée non plus par... a priori, cette série n'était pas pour moi. Et je dois dire que dans l'exécution, elle est toujours pas trop pour moi. J'ai pas beaucoup ri.
Il y a peut-être une réplique qui m'a fait rire dans les 2 premiers épisodes, mais c'est à peu près tout. Et elle m'a fait sourire plutôt, je dirais. C'est très précis. Après, je dois dire, à un moment, je me suis dit, est-ce que la petite fille que j'étais aurait aimé cette série ? Et je crois que oui. Parce qu'il y a une jeune fille au centre. C'est ça. Et je pense qu'en fait, quand j'avais 9-10 ans, j'aurais peut-être trouvé ça hyper drôle. Et que surtout, j'aurais aimé le personnage féminin au cœur de l'action et tout ça. Donc, je dirais que vraiment, je suis pas une fan de Lucky Luke, donc ça m'a pas parlé, mais je pense que évidemment, ça peut plaire à plein de monde. Parce que c'est une série familiale. Oui, j'allais dire, ce que vous dites, Oui, c'est que c'est une clairement. série vraiment... Elle est disponible d'ailleurs déjà sur Disney+. Et il y a un côté ludique, Série familiale, Lucky Luke, je me tourne vers Charlotte Bloom, je pense que ça va être dur pour Luc, là. Je suis team Marie, hein, très clairement. De toute façon, de base, je suis contre Benoît, donc de toute façon, c'est la... Écoute, tu as cherché les ennuis, tu le sais très bien. Ça, il faut écouter les épisodes précédents du podcast pour le savoir. C'est la série Benoît et Charlotte. Pour moi, l'intérêt de la série, c'est quand même Louise. C'est quand même d'avoir rajouté un personnage Billy féminin Blanc, et de démasculiniser cette série où il n'y a que des mecs qui roulent des mécaniques et qui font les marioles. C'est insupportable pour moi, en tant que femme. Et je trouve que rajouter ce personnage, c'est moderniser la série, c'est la replacer dans son époque. Et là-dessus, c'est super d'avoir 2 scénaristes filles, Juliana Grignon et Justine Kim Gauthier, pour avoir réinjecté une modernité et une sorte d'universalité au récit. Donc moi, c'est ça qui m'attrape. Mais c'est clairement pas le personnage de Lucky Luke qui est assez banal au final. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que la bande dessinée... mais la bande dessinée Lucky Luke, c'est une bande dessinée signée par Maurice qui rend hommage au western. Et là, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on a des créateurs de la série, les scénaristes, les 4, le réalisateur, qui sont amateurs de western et qui nous rendent un hommage au western à leur manière. Donc ils rendent à la fois hommage à Lucky Luke et ils rendent un hommage au western. Et ça, c'est assez génial, ça. Et c'est dans le moindre détail, la musique, le fait qu'on tourne dans les lieux où Sergio Leone a tourné, et tout ça, ça se ressent. En le revoyant, le premier épisode, tu l'as vu 2 fois ? Ben oui, je l'avais vu avant. Et j'ai revu les 3 épisodes Moi, je vous écoute, Benoît, au Nouveau allez-y. Siècle. Et en le revoyant au Nouveau Siècle sur grand écran, le nombre de vols de mouches, Il y a du spectacle. il y a du spectacle. On est vraiment dans du western. Et pour moi, toutes les bandes dessinées qui sont adaptées en live, je ne mets pas les dessins animés. En live, c'est sans doute la meilleure adaptation d'une bande dessinée de ce franco-belge en live. Parce C'est niche quand même ta catégorie là. Ils ont tout compris. Vous voulez dire que c'est mieux que le film Spirou ? Bah oui, largement. Non mais c'est largement, c'est au-dessus, oui, on est d'accord, c'est au-dessus de tout, parce que ceux qui le font sont des amateurs et de la BD et du western, et la BD rendait hommage au western, donc acte, voilà. Moi, je trouve quand même, j'aime beaucoup les westerns et je trouve que la série manque un peu d'ampleur visuelle pour. Vous n'avez pas vraiment... vu les 8 ? Oui, bon, alors d'accord. Voilà. Mais en fait, je ne vais pas m'infliger ça pour pouvoir voir l'ampleur de western. Lucky Luke, donc c'est disponible sur Disney+. Ça s'était présenté dimanche en avant-première à Série Mania. Après L'homme qui tire plus vite que son ombre, place maintenant à la série qui a fait une entrée fracassante hier en compétition internationale. Lille a pu faire connaissance hier avec un certain Paolo, où l'obsession très dangereuse d'un type vraiment flippant pour un ancien camarade de classe en pleine campagne municipale, un casting improbable, des scènes chocs, un portrait de la France d'aujourd'hui. Charlotte, vous qui avez créé cette magnifique exposition sur les méchants, un méchant comme Paolo, ça a dû vous plaire. Non mais honnêtement, j'en ai vu que 2. Alors on en a vu que 2, c'est la règle de oui, mais Cérémonie. t'as pas vu la suite. Non, mais là, pour le coup, on a égalité. On a égalité. On a tous vu que 2. Pour le moment, moi, je le trouve pas si méchant. Oui, il a tué quelqu'un. Bon, ok. Non, mais attends. Alors, on va quand même le dire parce que Non, mais il est rit. sympathique, Non, mais il est sympathique. Il est touchant. Il est en détresse. Il fait ce qu'il peut pour s'en sortir. Il tombe sur un copain d'enfance. Il va devenir complètement obsédé par cette personne. Tu sens que c'est quelqu'un qui est pas net complètement dans sa tête. Il est obsédé par le sport. Il fait ce qu'il peut pour essayer d'exister dans ce monde. Il déménage des pianos. Ça le saoule. Enfin, ça va pas, quoi. Alors moi, je veux Vous te dire, vous omettez une scène qui est quand Laquelle même extrêmement violente au début de la... Oui, il éclate la tête de quelqu'un avec un cadenas de vélo. Bon. Si c'est pas être méchant, Non, c'est pas être méchant, c'est un petit pétage de plomb. Je rappelle quand même qu'elle est la curatrice de l'exposition sur les méchants. Non, Vraiment, moi, pour inquiétez-vous. l'instant, je suis désolée, je m'identifie à Paolo. C'est inquiétant. Et j'adore cette série. J'adore cette La série Sébastien Marny qui était Non hier au seulement micro. parce que je m'identifie évidemment, mais aussi parce que ça sent le Twin Peaks à 10 km. Et alors ça me fait plaisir.
Marie. J'ai beaucoup aimé. Alors, je sais pas si c'est pas un méchant quand même. Normalement, elle est sous contrôle, Charlotte. Elle ne va rien vous faire. Tout va bien se passer. En fait, dès la scène d'ouverture, moi j'ai été conquise. Il y a vraiment, il joue. Ça m'a fait penser à la scène d'ouverture dans Buffy où il y a ce retournement de situation où la menace n'est pas vraiment celle qu'elle est. Et là, on a Philippe Catherine qui est ce personnage qu'on sent très menaçant. Et en fait, c'est pas lui. Bon, il y a eu un petit spoiler de début de scène. Mais c'est pas lui la menace, c'est ce Paolo. Et vraiment, dès le début, on est happé. Ça fonctionne très bien. C'est hyper bien mis en scène, c'est très bien interprété. Et ouais, il y a une originalité en fait. J'ai trouvé ça vraiment assez bluffant. Il y a peut-être un peu la main lourde parfois sur les moments un peu méta. Il y a beaucoup de scènes de dis donc, tu as écrit ce livre comme une série et la tension d'une série, c'est super. Ou il y en a un autre qui parle d'un film. C'est presque un peu ironique. Hein. Il y a un personnage qui commande des films d'horreur. Exactement. Ouais, c'est des clins d'œil amusants, ça. Oui, je trouve aussi, mais je me dis, au bout de 2 épisodes, j'en ai presque eu. Me dis, j'espère que c'est pas ça tout le temps parce que ça deviendra. C'est juste pour trouver une critique. Parce que vraiment, pour l'instant, je trouve ça super. Non, l'autre critique que j'avais, c'est le personnage de la journaliste. Qu'on voit un tout petit peu. Elle est trop mimi. Elle est mimi, mais il faut arrêter. C'est une journaliste stagiaire. Bon, après, c'est peut-être aussi un détournement du cliché, mais c'est une journaliste stagiaire qui... À lunettes. À lunettes, qui fait une enquête sur un meurtre. Et on est là, mais comment est-ce qu'elle se retrouve... Enfin, il y a un côté un petit peu... c'est toujours le cliché des journalistes dans les séries où on sent que les personnes qui écrivent connaissent pas vraiment... Ce qui vous a pas plu, c'est que la chef de rubrique dans la série, elle est vraiment pas très sympa. C'est vrai qu'elle est pas très sympa. Ça vous a pas plu, Benoît. Est-ce que vous étiez hier soir à la projection? Oui. Et alors, comment ça s'est passé dans la salle? Ça a crié, ça a eu peur, J'ai pas ressenti de la peur, mais j'ai senti que ces moments de réplique un peu méta, ça faisait rire les gens parce que ça permettait justement de... On reprend un petit peu d'air par rapport à l'ambiance quand même un peu pesante de la série. Alors moi, je suis assez d'accord avec vous deux sur le côté visuel, etc. Je trouve ça extrêmement bien fait. J'ai quand même un gros souci, c'est-à-dire que la série est tellement bien. En fait, je vais le dire, la série est tellement bien qu'elle ne peut pas se permettre d'avoir ici ou là des scènes ridicules. Comme quoi, par exemple? Par exemple, on a notre héros Paolo qui voit l'affiche du candidat sur la route. Il est à 2 doigts d'avoir un accident. Il freine sa voiture avec son camion, hop, il sort de son camion, ils ont quand même failli se prendre une voiture en face. Et là, il y a les gens qui sont en train de coller des affiches, qui viennent de voir, qui leur disent « Vous voulez notre tract ?» C'est pas possible. Ça s'appelle un ton, ça, monsieur? Non, ça s'appelle pas un ton. C'est-à-dire que ça se veut, et c'était dans le discours quand même du créateur, ça se veut une série qui veut documenter un monde qu'on documente peu, et c'est vrai, une campagne électorale en région, dans une petite ville, etc. Non, mais ça documente avec un pas de côté fictionnel, avec une patte, avec un monde. Mais il le fait très bien par ailleurs à plein d'autres endroits. C'est pour ça que sur ces moments-là, attention au dosage, comme on dit dans Top Chef, il y a des... Et il le fait avec l'accent. Il y a des choses... C'est-à-dire que ce serait moyen du début jusqu'à la fin. Ça ne me choquerait pas, parce que ce serait moyen du début jusqu'à la fin. Là, c'est tellement bien, par ailleurs, que je regrette que de temps en temps, dans l'écriture... C'est le côté quoi, grotesque qui vous dérange? Oui, par grotesque et pas réaliste. Et ça nous fait sortir. Et c'est exactement l'histoire de la journaliste. C'est-à-dire que y a plein de choses comme ça qui font qu'on se dit, oui, d'accord, ok, mais on est en fait dans le rêve de Paolo, là. Mais il y a un côté, même dans la première scène, grand guignolesque, en fait. Et qui est... Carrément. Et pour moi, qui fait partie aussi, qui surprend, même il y a une scène aussi de repas familial où c'est trop presque le bruit, c'est caricatural, mais on comprend que c'est aussi cette mise sous tension constante de ce personnage. Et je trouve que ça fonctionne en fait. Ce genre de choses, ça m'énerve un peu dans les séries souvent. Et là, je trouve que ça fonctionne parce qu'il y a vraiment, ils le disent dans le moment méta, c'est une mise sous tension constante. C'est un très très bon thriller, quoi. Et c'est sur cette tension, ce que tu disais, la tension sociale, de jalousie sociale et d'envie envers quelqu'un qui a mieux réussi que lui et tout ça. Et même ces moments ridicules et un petit peu hors réalité presque, je trouve que ça fonctionne parce qu'on sent qu'il va pas bien, quoi. Oui, mais c'est pour ça qu'on en a vu que 2 et que moi j'ai très hâte de découvrir la suite pour aller jusqu'au bout, pour voir si justement ces moments-là me sont un petit peu expliqués d'une manière ou d'une autre quand je connaîtrai mieux le personnage. Mais on veut pas. Mais moi, je ne veux pas que le ton change. Je veux pas que ça devienne banal. C'est quoi le mot que tu m'as appris hier, le mot allemand? Unheimlichkeit. C'est pas que le ton change.
C'est pas que le ton change, mais c'est qu'on comprenne mieux le personnage et du coup on comprendra mieux sa vision et donc le ton de la série. Mais c'est-à-dire que c'est quoi? C'est le passage vers le cinéma de genre, parce qu'on cite le cinéma de genre, on voit des images de cinéma de genre, il y a des scènes de genre. Et on accepte tous ces décalages, tous ces pas de côté, tout cet humour tordu, la moiteur pendant le discours où tout le monde dégouline, on dirait qu'il fait 250 degrés. Moi j'aime bien que le curseur il soit loin. Et d'ailleurs, on a super envie de voir la suite, là où tout à l'heure, on n'était pas non plus en train de courir après la suite que tu as déjà vue, bien sûr. On parlait de Twin Peaks. La force de Twin Peaks, c'est d'être une galaxie de personnages, de raconter une ville. Et là, il y a ça dans Paolo, puisqu'on voit plein de personnages, et notamment l'apparition à la fin de l'épisode 2 de Zaya en serveuse d'un fast-food. C'est ça aussi la force de la série, c'est un portrait presque politique de la France, Charlotte? Oui, c'est-à-dire qu'il y a un vrai propos... dont tu parles, de documenter une campagne, d'aller interroger les électeurs, etc. Donc il y a un côté petit mise au point sociétal, petit point de route un peu sociétal. Mais l'écrin est tellement plus important pour moi. Et il y a une femme à la bûche, mais moi je ne crois pas qu'il faille parler des thématiques trop sérieuses sans fantaisie, sans folie. C'est ça qui rend ça extrêmement digeste en fait. Non mais je suis d'accord complètement sur le choix. Non mais sur le choix du genre, etc. Et c'est pour ça que je trouve ça comme un objet très intéressant et j'ai hâte de découvrir la suite. La question que je me pose, c'est que c'est quand même, et Sébastien Marnier le dit très bien, et il a raison d'être allé traiter cet univers. C'est que c'est un univers qu'on ne regarde pas, qu'on ne veut pas voir. Et moi, quand j'ai des œuvres comme ça qu'on ne me montre jamais, de personnages qu'on ne me montre jamais, parfois c'est bien en télé, en série, qu'on les voit dans un premier temps de façon de pas trop les décaler, un peu plus réaliste d'abord, et puis ensuite on peut tout se permettre. Alors lui c'est pas son projet, je le comprends, et du coup la série fonctionne aussi pour ça, mais j'attends d'en voir plus. Marie. Je trouve quand même qu'il y a, enfin, je trouve que en plus de ces pas de côté, il y a quand même, je trouve que c'est réaliste quand même dans la façon dont ça brosse. Enfin, les personnages, je crois à ces personnages. C'est juste que j'ai l'impression un peu qu'on voit tout ça à travers sa psyché à lui, qui est une psyché complètement sous tension et complètement en train de vriller, quoi. Et donc c'est ça aussi qui infuse la série. Parce que les comédiens sont exceptionnels. Excellent, Jérôme Niel notamment. Jérôme Niel, exceptionnel. Paolo de Sébastien Marnier, c'est en compétition ici à Sérimania, avant une diffusion peut-être à l'automne sur HBO Max. C'était l'événement samedi dernier à Lille. Billy Magnussen et Simon Helberg sont venus présenter The Audacity, comédie grinçante signée Jonathan Glatzer sur l'ego démesuré et les névroses des rois de la Silicon Valley. Un portrait drôle, s'il n'était pas inquiétant, des nouveaux rois du monde. Marie, vous avez ri, vous avez flippé? Aucun des deux. Voilà. J'ai pas flippé. Je trouve que la série ne dit pas grand-chose de nouveau sur les ultra-riches, pas grand-chose de plus que... C'est une sorte de chronique des ultra-riches, on va dire. Oui, mais je trouve que c'est pas grand-chose de plus que ce qu'a pu dire pour l'instant. En tout cas, moi, j'ai vu que 2 épisodes. C'est les seuls auxquels j'ai eu accès, mais... c'est la règle ici à Sérimania. Pas grand-chose de plus que Succession, que The White Lotus. Je sens que cette série, que même Industrie récemment, cette série, il y a une filiation avec toutes ces séries-là. Je trouve pas que pour l'instant, elle apporte grand-chose de plus. Il y a un peu des clichés, le mec qui prend de l'ayahuasca, enfin... J'ai trouvé ça. Après, c'est vrai qu'il y a aussi des trucs qui sont très bien trouvés, où j'ai quand même rigolé. Il y a une scène que j'ai trouvée géniale, où il y a une lycéenne qui est un peu rebelle et qui est conduite à l'école par une voiture automatique sans conducteur. Et en fait, elle en a hyper marre. Et elle réussit à planter un plot sur le devant de la voiture, et du coup la voiture est complètement bloquée parce qu'il s'arrête. Il y a un truc de détecteur de mouvement, je sais pas, enfin je comprends rien, mais la scène est super parce qu'il y a un côté très très mordant dans cette scène-là, et il y a des petits moments comme ça qui sont très bien trouvés. Zach Galifianakis. Vous l'avez très bien dit, je l'aurais pas dit, vous voyez. Il a des super scènes de thérapie qui sont très marrantes et tout ça. Je trouve que en fait le gros problème c'est que les épisodes sont beaucoup trop longs. Ça pourrait être un format court, c'est ça que vous dites? Ah ouais, beaucoup mieux. La moitié en fait. C'est des épisodes d'1 heure déjà. Pour moi, les épisodes de série ne devraient pas durer aussi longtemps. Et je pense que cette série gagnerait à être des épisodes d'une demi-heure et à couper un peu tout ça, quoi. Charlotte, Marie citait White Lotus, citait Succession, citait Industrie, quasiment que des chefs-d'œuvre. C'est dur pour The Audacity d'arriver après ça? C'est même impossible. Alors après, elle est créée par Jonathan Glatzer, qui a travaillé sur Succession et qui, je suis pas sûre qu'il ait suivi que les bons conseils de Succession, mais Marie a tout à fait raison. Pour moi, ça se range plus du côté de Silicon Valley, sur un format plus court, il aurait fallu peut-être un humour encore plus
radical, Le méchant. où là, elle a le cul entre deux chaises, elle est trop longue pour être un drame, elle est trop marrante pour être un drame, mais elle n'est pas assez marrante pour être une comédie. Et surtout, alors là, je vais me contredire moi-même, mais les curseurs, ils sont beaucoup trop loin. C'est-à-dire que Billy Magnussen, on a envie de le piquer et qu'il s'endorme. Il est insupportable. Et puis la thématique de la thérapie, aujourd'hui, elle est quand même beaucoup utilisée. Une fois qu'on a vu les Sopranos en thérapie, etc., les scènes de thérapie, bon, ça commence un tout petit peu à nous saouler. Et là, pour le coup, elles ne sont pas crédibles du tout. Donc ça me gêne beaucoup. Et c'est dommage parce que cette arène, elle est hyper intéressante. Là, en plus, on sent que ces gens-là vont nous diriger d'ici 5 ans et qu'on sera tous des robots. Donc on a envie de savoir comment ça va se passer. Mais en fait, il y a un petit problème d'équilibre. Qu'est-ce qui vous dit que je ne suis pas un robot, Charlotte? On verra ça plus tard. Benoît. Je suis totalement d'accord avec vous. Je dirais que même les épisodes pourraient durer 12 minutes. 12 minutes suffiraient amplement. T'exagères. Non, mais c'est insupportable. Cette série est insupportable. En fait, c'est tout l'éthique de la fiction branchouille actuelle. C'est insupportable. Si ça pourrait durer 1 heure... Ça a mis Benoît colère. Non, mais ça pourrait durer 1 heure, sans problème, s'ils décrétaient qu'ils allaient nous raconter en détail le monde de la Silicon Valley, qu'on connaisse un peu plus ce qu'ils dirigent, ce qu'ils font, leur vision du monde. Là, on est juste avec eux, ils sont insupportables, on n'a surtout pas envie de les suivre. La conscience professionnelle pour venir aujourd'hui, je suis allé au bout des 2 épisodes, mais franchement, ils n'auront pas ma suite. C'est fatigant, et puis cela ajoute, oui, alors en fait c'est comme Dallas, c'est-à-dire que dans Dallas, on comprenait rien au pétrole. On parlait de pétrole tout à l'heure. Mais là c'est pareil avec la Silicon Valley. Donc on comprend rien sur la Silicon Valley. C'est faussement shakespearien, ça n'a aucun intérêt. Enfin bon, passez votre chemin. Ça échoue là où Succession réussit, c'est nous faire aimer des gens insup. C'est-à-dire que Succession, on a tous pleuré. Moi, Kendall, je pleurais tout ce que j'avais. On se donnait rendez-vous 1 fois par semaine, on les aimait. Et là, on les déteste. Marie, je sens qu'elle a envie de sauver la série tellement. Je dirais que pour Succession ou Industrie, même White Lotus, c'était très bon tout de suite, mais ils ont trouvé un peu le temps pour trouver leur ton aussi sur. Industrie, ils ont vraiment mis du temps à trouver. Exactement, et donc j'ai un peu envie de lui laisser sa chance, même si, moi vraiment, je peux pas regarder un épisode d'1 heure comme ça. Enfin, j'ai pas l'attention pour ça, c'est pas possible. Enfin, si j'ai sur un truc vraiment super, et là c'est pas le cas. Je vous conseille The Flows au festival, qui est une série courte sur le monde tel qu'il ne va plus. À moins que les dernières minutes du 2e épisode, autour d'un des enfants, deviennent le centre de l'histoire et que peut-être là, ça nous ouvre d'autres portes et que la série nous surprenne. Mais bon, une série qui nous surprend au 3e épisode, c'est mal barré. Oui, moi c'est ma curiosité. Ah si, ça s'appelle Small Prophet. Mais non, Small Prophet, c'est déjà agréable dès le début. Marie. Non, moi c'est ma curiosité. La raison pour laquelle j'ai un peu envie de continuer, c'est ce qu'ils vont faire avec les adolescents, parce que je trouve ça intéressant qu'ils incluent des personnages adolescents. Et justement, voir un peu le monde de la Silicon Valley à travers ça, je trouve ça plus intéressant qu'à travers ces adultes qu'on a déjà vus 1000 fois. En fait. The Audacity, c'est en compétition internationale à Série Mania, avant peut-être une diffusion en France pour la joie de Benoît. Évidemment, on finit comme tous les jours avec tout ce qui vous réjouit. Marie, qu'est-ce qui a retenu votre attention? Sachez hier que vous étiez le coup de cœur de Pierre Langlais. Il m'a dit, c'était très flatteur. C'était votre masterclass avec Pénélope Bagieux. Oui, sa masterclass avec Steven Moffat et Sue Vertue était aussi super, mais je me suis dit que ça serait bizarre si on se renvoyait tout le temps l'ascenseur. C'était pas oui, voilà. Je voulais parler de Chase Infinity, sachant qu'on ne peut pas parler de The Testament, qui est sujet à un embargo. Mais je dirais juste que cette actrice, qui était déjà une révélation dans Une bataille après l'autre de Paul Thomas Anderson, est encore une fois une révélation dans cette série, en plus dans une gamme différente, et je la trouve incroyable et très très charismatique, et vraiment j'ai envie de voir tout ce qu'elle va faire à partir de maintenant, et c'est pas juste parce qu'elle est absolument sublime, c'est aussi parce que je la trouve vraiment elle a une profondeur en fait, même dans des scènes où elle ne fait absolument rien, elle arrive à transmettre un truc. Je trouve que vraiment je suis hyper enthousiasmée par Chase Infinity, et j'ai envie de continuer à la suivre. Et elle mène des choix très politiques au fond dans sa carrière, parce que Une bataille après l'autre et Les Testaments sont des œuvres très politiques. Benoît. Oui, alors on va fêter les 25 ans d'Ankama, le studio d'animation de Roubaix à Série Mania. Et c'était pour moi l'occasion de leur souhaiter un bon anniversaire à Ankama, puisque c'est quand même ceux qui ont fait Wakfu, et c'est surtout le bon... Vous avez dit Wakfu, ça a perdu Charlotte, j'ai vu son... C'est quoi Wakfu? C'est un jeu vidéo qui a été adapté en série animée, qui cartonne partout dans le monde et qui passe sur France Télé. Ah
ok. Voilà, voilà, bon, voilà, bon, bref. Moi, je savais ce que c'était. Voilà. C'est de l'animation, et c'est la preuve que l'animation française qu'on est leader en animation. Donc, je trouvais bien à cette occasion qu'on fasse un cocorico quand même, d'autant plus que l'animation va pas toujours très très bien avec l'IA, avec les nouvelles technologies. Enfin bon, il y a des choses qui se trament pour l'industrie de l'animation qui s'annoncent un peu compliquées. Donc, il faut soutenir notre animation française, il faut soutenir Ankama et il faut soutenir tous les autres, quoi. Et bon anniversaire Ankama. Charlotte, pour terminer. Alors, on va faire comme si j'avais pas été présente à ce moment-là. D'accord. Mais malgré tout, je vais en parler. On a fait une rencontre avec Jean-Victor Blanc dimanche ici, qui est psychiatre et qui parle de son métier à travers la pop culture. Et il y a eu un moment assez beau avec le public de partage autour de la santé mentale et autour de la thématique de la santé mentale. Et la présence des gens, les réactions des gens et les questions nous ont prouvé encore une fois à quel point c'est important la représentation sur les écrans de tout le monde, peu importe la manière dont on est, peu importe ce qu'on vit, peu importe qui on est, à quoi on ressemble. Et vraiment, cette thématique de la santé mentale, c'est un peu devenu une thérapie de groupe et c'était vraiment tout doux. Est-ce que on peut la retrouver, cette conférence ? Bonne question. Eh bien, on aura la réponse. Et on aura la réponse demain. Un jour. Merci Charlotte Bloom, Benoît Lagan, Marie Telling. On se retrouve donc demain avec la réponse et avec un jeune acteur et son karma. Et on parlera avec les critiques d'un certain Russell T. Davies. D'ici là, évidemment, Sérimania, ça continue toujours à Lille. Allez, salut!